Comment ils vont? Checo sera à domicile à Mexico, il devrait y avoir pas mal de tension, et ça pourrait être chaud pour Max. On va voir ça dans cette preview. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Mexique à Mexico, l'ambiance va être folle mais tendue. Mercedes doit confirmer sa forme du moment, le circuit pourrait faire galérer les équipes. Avant cette course, il y a des choses que vous devez savoir pour pouvoir apprécier ce GP. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de cette fin de saison qui s'annonce très épicée au championnat, abonne-toi et laisse-moi ton meilleur pouce bleu pour le référencement. Bonne vidéo. Le premier point chaud avant ce week-end, c'est le circuit de Mexico. Alors pas d'inquiétude, je n'ai pas changé la structure de la preview. On fait toujours le tour du circuit ensemble en fin de vidéo. D'ailleurs bougez pas parce qu'il est impressionnant. Mais en fait, il y a un truc particulièrement incroyable avec ce tracé, c'est l'altitude à laquelle il se trouve. On parle de 2238 mètres. Alors vous vous dites que c'est peut-être pas important, que ça change pas grand chose, mais détrompez-vous. Parce qu'au contraire, ça change absolument tout. D'abord parce que là où la pression de l'air diminue de 20% et sa densité est réduite de 25%. C'est le cas pour les humains mais aussi pour les machines. Évidemment. Et ça c'est important, parce que ce manque d'oxygène, il va avoir un impact sur les moteurs, sur les freins et sur les pneus. Donc surtout en fait. Après ne croyez pas que ça va faire aller les voitures plus lentement, on devrait même voir l'effet inverse. Et oui, parce que moins d'air égale moins de traînée aéro, donc on y verra sûrement des vitesses de pointe assez folles. J'espère que vous êtes prêts. Ce qui est aussi très compliqué pour les équipes, c'est qu'il y a un énorme challenge sur le refroidissement du moteur et des freins. Ce week-end, des ouïes, on devrait en voir sur les voitures. Mais laissez-moi revenir sur l'effet de l'altitude sur la traînée 2 minutes. Je vous ai dit que cet effet était réduit, il y aura donc plusieurs conséquences à ça. D'abord, les voitures qui ont un souci avec ce phénomène seront soulagées, l'Aston Martin par exemple, et logiquement, le DRS devrait avoir un effet moins important sur ce circuit. On l'observe d'ailleurs chaque année. Autre élément important les gars, et je dirais même fondamental, s'il y a moins d'air, il y a aussi forcément moins d'appui, ce qui est évidemment hyper important pour une Formule 1. Du coup, vous devriez voir des réglages vraiment très bizarres sur les voitures. Par exemple, les ailerons seront chargés comme sur des circuits comme Monaco, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des ailerons arrière très braqués alors qu'il faut beaucoup de vitesse de pointe. Enfin, tout ça aura une incidence sur la variable pneumatique, comme toujours. Moins d'appui veut dire plus de difficultés, donc plus de glissade, du graining, donc des challenges bien sympas pour les pilotes. D'ailleurs, Pirelli a décidé de changer un peu en amenant sa gamme la plus tendre à Mexico. L'objectif est de leur faire 2 arrêts, alors que les meilleurs en avaient fait un seul l'an dernier. Perso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura des petits nouveaux sur la grille en essai libre au Mexique. Vous le savez peut-être, mais les équipes doivent faire rouler un rookie en F1 2 fois par saison, et ce sera le cas ce week-end. Et dans des top teams, s'il vous plaît. Voici la liste. Frédéric Vesti roulera pour Mercedes à la place de Russell. Jack Doohan prendra le volant d'une Alpine. Oli Berman conduira l'une des 2 As. Et Isaac Hadjar fera sa première apparition avec AlphaTauri. Attention, c'est vraiment des séances qu'il faudra suivre pour ces pilotes. C'est des opportunités uniques de montrer de quoi ils sont capables. Le plus important pour eux sera donc 2. Ne pas casser la voiture bien évidemment, là c'est limite rédhibitoire. Compléter le programme prévu initialement et faire des retours à l'équipe. Et montrer un peu de vitesse si possible. Vous le savez, les programmes sont très variés en essai et on ne demande pas toujours aux pilotes d'aller vite. Il faudra suivre notamment Isaac Hadjar qui a une vraie chance de montrer ce qu'il sait faire chez Red Bull. Mercedes ira au Mexique pour confirmer. Alors Austin a été un crève-cœur, c'est sans équivoque. Vous l'avez vu dans le débrief, on est passé de jouer la victoire à la disqualification pure et simple pour une planche de bois. Chez Merco, ils en ont. Mais donc la performance était là tout le week-end, leur nouveau plancher a donné des garanties, on voudra donc confirmer à Mexico. On arrive sur un circuit complètement différent avec des conditions très spéciales, ce sera une bonne chance pour eux de voir ce qu'il en est. Sur un autre sujet, ils doivent aussi impérativement progresser sur leurs arrêts au stand. À Austin, ils ont été assez mauvais dans l'exercice et quand tu regardes ce que fait la concurrence, ça fait un peu mal. Quand tu vois la constance de Red Bull et la progression de McLaren à ce niveau-là, il y a de quoi faire une remise en question chez les grilles. Quand tu regardes les timings d'arrêt, tu vois que l'arrêt le plus rapide de Lando a été fait en 2,07 et que celui de Max a duré 2,45. Les 2 arrêts de Lewis ont duré 3 secondes 6 et 3 secondes 4. Sachant qu'il termine à 2 secondes 2 de Max, je vous laisse faire le calcul. Même remarque en ce qui concerne la stratégie, on l'a dit et redit. Si on veut jouer la gagne chez Merco, il faudra être plus affûté. Regardez ce qu'a déclaré Toto Wolff. Notre état d'esprit des 12 dernières années était que nous n'avions pas besoin d'être champion du monde lors des arrêts au stand. Donc grâce à notre position plus dominante. Nous devions éviter les arrêts au stand très lents et être très fiables dans cet exercice. Red Bull se trouve aussi dans cette position avec Max cette année, mais elle continue à sortir des arrêts en 2 secondes régulièrement. McLaren est devenue impressionnante, chapeau à eux. Il va donc falloir se mettre à niveau très vite. Sergio Pérez sera à domicile à Mexico, et c'est un élément qu'il faudra suivre attentivement. Et oui, parce que l'ambiance s'annonce particulièrement tendue pour l'équipe Red Bull ce week-end. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on le sait tous, c'est difficile pour Checo cette saison, il se fait rouler dessus par Max et est explosé mentalement. Ses fans qui sont hyper nombreux ne sont donc pas au top, mais il n'y a pas que ça. Checo, il a été vivement critiqué dans la presse cette année, et son management n'a vraiment pas été tendre avec lui. Helmut Marko a même dépassé une limite infranchissable avec des propos hallucinants il y a plusieurs mois. Le truc c'est que forcément tout ça ne plaît vraiment pas aux supporters de Checo, et on se demande comment ça va se passer au Mexique. Il y a eu des appels au calme de la part de beaucoup de monde avant ce Grand Prix, il y a une petite inquiétude sur la tension environnante. Sergio Pérez a demandé à ses fans de soutenir toute l'équipe Red Bull.
Les organisateurs ont installé des panneaux sur le circuit indiquant qu'il n'y a pas de rivalité en dehors de la piste. On n'est pas non plus dans la plus grande des sérénités. Pour info, Red Bull a embauché des gardes du corps personnels pour Max ce week-end. Ça rigole pas et en vrai c'est normal. Vous avez vu ce qui s'est passé à Austin? Les Tchéco qui retentissaient pendant l'hymne néerlandais, ça vous dit rien? Et ben tout ça me fait me demander comment ça va se passer pour Max à Mexico. En vrai, s'il venait à gagner, ça pourrait être désagréable. Après attention, Max il en a rien à faire, il est là pour la gagne, on le sait. Lui, siffler ou pas, M'en bats les ça changera pas grand chose. J'espère juste qu'il n'y aura pas de débordement sur place parce que ça pourrait gâcher la fête sur un circuit où l'ambiance est unique. D'ailleurs perso je ne cautionne vraiment pas ce genre de comportement, je déteste l'idée de siffler un mec qui met des fessées à tout le monde. Je trouve ça vraiment éclaté au sol. En ce qui concerne Tchéco, qui je vous le rappelle est une véritable star en ses terres, je sais pas à quel point cet engouement va l'aider. Il est extrêmement sujet à la pression cette année et en vrai ça pourrait avoir l'effet inverse. Après il a fini sur le podium en 2022 et en 2021, possible qu'il soit donc plus en confiance sur un tracé qu'il connaît bien. Perso je pense qu'encore une fois ça sera pas évident. J'ai quelques petites choses à dire sur Aston et j'ai notamment une correction à faire par rapport au débrief. Au final, ils ont fait un truc que j'avais pas capté, c'est qu'Alonso avait la configuration du Qatar, mais Stroll avait bien l'upgrade sur la voiture. Ils se sont complètement ratés dans les réglages à cause du format sprint et ça a ruiné leur week-end. Je retire donc ce que j'ai dit sur le tracteur. Parce qu'effectivement, s'ils ont fait une aussi bonne course avec les deux voitures et que Stroll a fait un super grand prix dans le sillage de Fernando avec l'évolution, il est probable qu'elle fonctionne. Mais à culpa. Alors ça n'enlève rien au fait qu'Aston s'est fait rouler dessus par ses concurrentes sur le développement. On va savoir rapidement s'ils ont limité les dégâts avec ce nouveau package, mais sur l'année ça reste dramatique. En tout cas leur situation contraste particulièrement avec celle de Mercedes par exemple, qui est arrivée avec une upgrade sur un sprint elle aussi. La différence c'est sûrement l'expérience. Bref, ce qui est sûr c'est qu'il faudra qu'ils fassent un bon résultat ce week-end sur une piste dont l'altitude pourrait les mettre bien. Ou en tout cas mieux que sur une piste où la vitesse de pointe prime. Ma main n'est pas une excuse. C'est ce qu'a déclaré Daniel Ricciardo suite au Grand Prix à Austin. Et oui, parce que notre ami australien n'était pas vraiment content de son week-end américain. On peut imaginer que voir Yuki marquer des points et faire le Grand Prix qu'il a fait, ça a pu le saouler. D'ailleurs, perso, je l'ai expliqué dans le débrief, je trouve qu'il a fait un retour plutôt correct si on prend toutes les variables en compte. Écoutons sa déclat. Nous avons bien choisi le moment du retour pour ne pas avoir d'hésitation ou d'excuses. Physiquement, c'est certainement une course plus difficile, mais je me suis toujours bien senti. Par moments, nous avons manqué de communication, mais je pense qu'une fois que j'ai eu les dégâts, il n'y avait rien de vraiment constructif à attendre en retour parce que nous travaillons avec une voiture sous-optimale. C'est sûr qu'il y a des choses qui me donnent confiance. J'ai une certaine forme physique en course, avec ma main ça allait. Ces quelques éléments font que même en prenant le volant en EL1 au premier tour, j'ai senti que j'étais capable de pousser. Il y a probablement une certaine confiance intérieure là-dedans, mais je dirais qu'en condition de course, je ferai mieux au prochain Grand Prix. Il sera donc sous pression au Mexique, parce qu'il n'a plus que 4 courses pour montrer à Red Bull qu'il a les épaules. As n'a plus que 2 petits points d'avance sur AlphaTauri, et il ne faut pas que ça continue comme ça. Avec la voiture qu'ils ont eue de cette saison, notamment le samedi, ça ferait vraiment tâche de les voir finir dernier. Il y aura donc de la pression sur eux avant le Mexique, même si Gunther est content de l'upgrade apporté à Austin. Selon eux, la voiture se comporte beaucoup mieux en course et ils ont l'air optimistes pour la fin de saison. Hülkenberg n'a terminé qu'à 10 secondes de Yuki en partant des stands, ça les a un peu reboostés. En tout cas, c'est cool de voir qu'il y aura une bataille même pour la dernière place de ce classement. Je suis au fond les gars, on va pas y arriver. Daniel, j'avais envie de le mettre bien, pas de lui faire ramasser un débris en sortant des stands. Je crois que c'est officiel. Jean-Michel Prédiction porte la poisse à tout le monde. On va tenter un truc aujourd'hui, vous allez voir. En tout cas, comme d'habitude, sur ce Grand Prix du Mexique, Jean-Michel Prédiction est propulsé par Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina, via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer en description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuits, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 € max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 € par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description, le code c'est Lucas10, bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, j'ai envie de vérifier si Jean-Michel Prédiction porte vraiment la choucroute. Mais bon, du coup, je pense que vous me voyez venir. Pour une fois, on ne fera pas de folle prédiction. Je vais annoncer un truc que je n'ai jamais dit cette saison, mais qui arrive pourtant plus de 80% du temps. Donc c'est un petit événement. Et oui, mesdames et messieurs, ce week-end, c'est Max Verstappen qui va s'imposer à Mexico. Là, s'il gagne pas, je bouffe mon chapeau. Et on pourra officiellement dire que Jean-Michel Prédiction est un porteur d'œil. Voilà. Les codes, c'est comment? Alors, pour la gagne, il n'y a aucun suspense sur Max. Perez dessus de très loin. Et Hamilton et Lando complètent cette liste. Côté podium, Lewis est vu comme un candidat très sérieux. À noter que les Ferrari sont beaucoup plus loin. Comme d'habitude, si t'as pas 18 ans, t'as rien entendu. Et si tu veux gagner de l'argent, le mieux c'est toujours de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Parlons un peu de ce circuit de Mexico. Là on est sur un tracé assez mythique. Perso j'aime beaucoup. Construit en 59, il a accueilli la F1 pour la première fois en 62 sur une course non officielle. Oui, avant il y avait ça. Et le premier GP à proprement parler a eu lieu l'année suivante. On l'a dit, ce circuit est presque à 2 km au-dessus de la mer, ce qui le rend unique et présente de grosses pleines charges ponctuées par de gros freinages. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans l'immense ligne droite des stands de ce circuit, clairement l'une des plus longues de l'année. Au premier virage, ça tombe en 3, mais il faudra garder de la vitesse quand même et mettre un peu de gaz entre le 2 et le 3.
En sortie, c'est plein gaz sur le vibreur vers cette ligne droite où les pilotes auront à nouveau le DRS. Gros freinage au numéro 4 où on tombe en 2, et ils devront garder un max de vitesse même faible dans cet enchaînement. Ensuite, on repart légèrement sur l'accélérateur et on remonte sur les freins au numéro 6. Ici en sortie, c'est à fond le plus tôt possible. Au 7, on tombe 2 vitesses avant de repartir à balle jusqu'au 10 où on fera pareil. Là, les pilotes remontent sur les gaz et c'est à fond jusqu'au freinage du 12 où il faudra bien garder la corde. On entre maintenant dans l'incroyable stade et ses 2 virages lents et il faudra faire très attention au dernier virage qui est particulièrement compliqué. Les pilotes négocieront donc ce dernier virage et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo du Grand Prix du Mexique. Là, on est sur quelque chose de très linéaire puisque les 3 jours sont similaires. On devrait avoir un temps dégagé avec quelques nuages et autour de 40% d'humidité. Pas compliqué. Le programme du Grand Prix du Mexique. Vendredi à 20h30, ce sera les FP1 et à minuit les FP2. Samedi à 19h30, on aura les FP3 et à 23h les qualifs. Et dimanche à 21h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai en plateau chez Pole Position et dimanche, je commenterai la course en direct. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!